Merci beaucoup. La deuxième partie, cette fois-ci en français, avec notre invité, professeur Oumar Faye, qui était directeur de la santé. Bonsoir, professeur, et Bonsoir. merci de rester avec nous. Merci de l'invitation. Je suis très heureux de me retrouver ici pour parler d'un problème qui est prévalent et qui est très important. Merci. Cela fait un mois que le Sénégal avait enregistré son premier cas lié au coronavirus. Il y a eu entre-temps des mesures qui ont été prises, un nombre de cas qui continue de grimper. Si vous deviez aujourd'hui évaluer la situation, quelle serait-elle? Écoutez, je suis quand même satisfait. Nous sommes un pays, nos ressources sont très limitées et pourtant nous avons pu faire face au choc qu'a représenté cette épidémie. Il y a eu beaucoup de monde, n'est-ce pas, qui a été pris en charge. Et pourtant, nous avons enregistré quand même, en termes d'indicateurs, nous avons enregistré des résultats qui sont assez satisfaisants. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, peut-être qu'il est trop tôt d'être satisfait aussi, parce que si on fait, comme on dit, une analyse des facteurs qui peuvent être responsables de la dynamique de l'épidémie, nous, c'est ce que nous appelons les forces motrices, parce que nous considérons que, voilà, qu'une épidémie, c'est un réacteur. Le virus, ce serait le combustible, et ensuite, les différents éléments du réacteur, ce seraient les forces motrices. Il y a 4 forces motrices qui me paraissent tout à fait importantes. C'est d'abord la contagiosité du virus. On dit que c'est de 5 à 3, mais nous avons vu ici au Sénégal une personne qui a contaminé 25 personnes. Oui. Voilà. Donc la contagiosité peut être très importante. Ensuite, nous avons aussi l'incubation qui peut durer 15 jours, mais nous avons surtout l'existence de porteurs sains. Et ce qui, en épidémiologie, constitue un élément, disons, de risque très important avec les clandestins. Disons, c'est deux choses qu'il faut éviter. Et ensuite, nous avons l'environnement socioculturel avec la sociabilité des gens, avec la promiscuité, avec la mobilité aussi. Et lorsqu'on met en rapport ces facteurs, on se rend compte qu'aujourd'hui, on est certain qu'il y a une dynamique de transmission. Il y a une transmission aujourd'hui, certainement, qui se fait de façon souterraine. Et ce dont j'ai peur, c'est que quand ceci va ressortir en surface, que ça nous explose à la figure. Et aujourd'hui, parmi ces mesures édictées par l'État du Sénégal pour couper justement cette chaîne de contamination, il se trouve donc en toile de fond ce couvre-feu de 20h à 6h du matin. Donc comment est-ce que vous appréciez une telle décision? Bon, je réponds par rapport au couvre-feu. Je pense que ce couvre-feu est très important. C'est une très bonne mesure qui a été prise. Mais ceci dit... Quelle est sa pertinence, je veux dire? Mais sa pertinence, c'est, quoi qu'on puisse dire, diminuer le risque de transmission. Il y avait des gens qui allaient en boîte, il y avait des gens qui faisaient, voilà, etc. Donc si on met fin à ça, certainement la transmission va diminuer. Mais par rapport aux objectifs, peut-être que nous aurions de bouter le corona du Sénégal, il est évident que c'est insuffisant. Parce que la transmission va se faire le jour, puisque les activités humaines se font le jour, ce qui fait que, bien sûr, cette transmission va continuer, quoi. Voilà. Donc c'est une mesure, en tout cas, qui a des limites par rapport à des objectifs d'interruption de la transmission. Et que préconisez-vous? Ce que je préconise, d'abord, de continuer la promotion des mesures barrières. Ça me semble fondamental. Donc, dans un pays comme le nôtre, je pense que la prévention doit occuper une place privilégiée. Alors, ces mesures barrières, la contribution apportée par ces mesures barrières, peut-être en termes de résultats, compte tenu des moyens que nous avons mis en œuvre, peut-être les résultats ne seront pas de même amplitude de ce que nous espérons. Pour des raisons très simples. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai mené une étude, c'était sur, disons, la pertinence du lavage des mains. Alors j'avais pris 4 indicateurs, c'est la mémorisation, la compréhension, l'agrément et l'effectivité. Je me suis rendu compte pour les 3 premiers indicateurs, la mémorisation, tout le monde se souvenait, voilà, du message, tout le monde avait compris, presque.
Et tout le monde était d'accord. Mais pour l'effectivité, ça posait problème. On voyait des gens qui se lavaient ce jour, ensuite ils sautaient des jours, etc., etc. Donc c'est pour vous dire que c'est une mesure qui peut être prise, mais qui a aussi des limites. Voilà. Donc ces mesures barrières, il faut les connaître, il faut faire la promotion de la santé. Et ensuite aussi, moi je pense, disons en âme et conscience, qu'il faut le confinement. Un En confinement l'état total. actuel. Oui, en confinement total. Alors, est-ce qu'on peut se le permettre, vu les réalités socio-culturelles du pays? Bon, bon, il y a 3 milliards 500 millions d'individus qui sont confinés. Voilà, peut-être que nous avons des spécificités que les autres n'ont pas, mais je rappelle que l'Inde, avec 1 milliard 500 millions d'habitants, a confiné. Voilà. L'Angleterre, qui avait commencé à développer l'immunité collective, s'est rétractée aujourd'hui pour développer, pour adopter le confinement. Le confinement total n'aurait-il pas des conséquences sur le plan sanitaire? Je veux dire par là, les gens sont chez eux, ils ne bougent pas d'effort physique. Certains ont du mal à rester quelque part seuls. Est-ce qu'on pense également à ces... Bon, ça on le dit. Il y a quelqu'un qui m'a dit que le seul problème qu'il voit, c'est peut-être une petite friction avec son épouse, quoi. Voilà, mais sinon, il n'y a pas d'autre problème. Je pense Peut-être la réalité aussi de la promiscuité dans certaines zones du Sénégal. Ben, si on est dans une zone où on passe la nuit, normalement, on doit pouvoir y rester le jour quand même. Mais ça, je pense que c'est des arguments qui sont développés, mais qui ne tiennent pas la route. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas être confinés. Donc, il y a beaucoup de choses qu'ils disent, mais il faut confiner avec des mesures d'accompagnement et une solidarité, je pense, pour les gens qui se lèvent le matin pour aller chercher du pain pour leur famille. Ces gens-là, bien sûr, il faudra les appuyer. C'est évident. Mais le confinement reste la seule stratégie qui soit, disons, efficace. Aujourd'hui, dans le monde, c'est prouvé. Mais docteur, vous venez de dire aussi qu'on est dans un pays avec des ressources limitées. Le confinement total aura forcément une incidence financière. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal est prêt à mettre les sous nécessaires pour accompagner cette décision? Moi, c'est d'abord l'enjeu. Je pense que cette épidémie porte en germe la capacité d'infliger des dommages tellement importants et peut même ébranler les fondements de notre pays que ça vaut la peine de mettre des ressources. Voilà. Nous avons connu bien sûr des épidémies dans le passé d'origine infectieuse, mais en tout cas cette épidémie, le risque actuel peut entraîner des dommages tellement importants qu'on pensait qu'à l'époque actuelle c'est exclu. Alors si on sait aussi que si on ne confine pas, il va y avoir une pression au niveau de notre système de santé. Est-ce que notre système de santé, avec l'incidence actuelle, si ça se perpétue, est-ce que notre système de santé pourra faire face, disons, à la charge en soins occasionnée par cette épidémie? Non, je ne pense pas. Bien que des efforts importants ont été faits d'ailleurs en ce qui concerne notre système de santé, il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits, mais force est de reconnaître aujourd'hui que la contribution apportée par ce système de santé, aussi en termes de résultats, n'est pas de même amplitude de ce que nous espérons. Voilà, il y a toujours des insuffisances, il y a une inadéquation entre la charge en soins et donc la capacité de prise en charge. Voilà, ce qui fait qu'il faut faire en sorte que la transmission diminue en amont pour que notre système de santé puisse, c'est-à-dire diminuer les cas graves pour que notre système de santé puisse supporter cela. Aujourd'hui, on est focalisé sur la gestion de cette pandémie, mais à côté, il y a d'autres maladies qui sont là. On n'y pense pas trop. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un personnel sanitaire qui est redirigé vers la gestion de cette épidémie au détriment des autres maladies? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que cette épidémie a la capacité de soustraire du champ sanitaire des affections qui constituent des priorités. Par exemple, les affections cardiovasculaires qui constituent la première cause de mortalité dans notre pays. Voilà, ces affections, on n'en parle pas. On ne parle aujourd'hui ni de l'infarctus, ni de l'AVC, ni de rien du tout. C'est-à-dire qu'on ne parle que du corona. Voilà. C'est une urgence aujourd'hui mondiale et tout le monde en parle. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la priorité, en tout cas en termes d'indicateurs de morbidité et de mortalité, ce n'est pas encore le corona. Le corona, on a enregistré qu'un décès, il faut le savoir. Moi, je voudrais bien que les journalistes fassent un travail, aillent voir au niveau de la cardiologie et de la neurologie combien de personnes sont décédées pendant cette période-là. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui se passe ne montre pas un peu les insuffisances de notre couverture sanitaire?
Oui, bon, nous sommes un pays à ressources financières limitées quand même, hein. On a des insuffisances, c'est vrai, mais des efforts ont été faits quand même. Des efforts importants en termes d'investissement en ce qui concerne les structures sanitaires, les équipements, le personnel. Mais il faut encore continuer à faire ces efforts-là, je crois. Qu'on se retrouve aujourd'hui à réquisitionner des réceptifs hôteliers alors que si on avait des structures Mais les sanitaires en États-Unis le font, quantité les États-Unis le et font, en qualité. la France le fait. Oui, en termes de comparaison n'est pas raison. Bien Ils sûr. ont beaucoup plus de population ressources, voilà. et beaucoup plus de structures sanitaires. Aujourd'hui, Ils sont pas 16 millions. dans certains... dans certaines régions de ce pays, il arrive que dans certains mêmes quartiers ou dans certaines localités, que des gens ne puissent pas avoir accès à de simples districts sanitaires ou que des gens peinent à aller pouvoir se soigner. Alors qu'aujourd'hui, on est dans une situation où ces structures devraient être accessibles à tout un chacun. Oui, la répartition de l'offre, prise en charge par les exercices de planification, n'est pas encore résolue, c'est évident. Il n'y a pas une superposition entre la carte d'offres et d'activité avec la carte de risque, la démographie et la morbidité. C'est-à-dire, bon, plus ou moins la carte sanitaire. Et donc, il y a quelques insuffisances, mais je dois dire qu'il y a une évolution positive en ce qui concerne les capacités de prise en charge par nos structures de santé. Ça, c'est évident. Bon, les gens critiquent toujours le système de santé sénégalais, mais je dois dire que dans la sous-région, quand les gens sont malades, ils viennent nous voir. Hein. Mais il y en a des responsables, quand ils sont malades, ils vont ailleurs. C'est comme ça aussi. Quand l'humanité est malade, ils partent aux États-Unis. C'est comme ça. Alors, professeur, vous préconisez le confinement. Il y en a d'autres aussi qui disent qu'aujourd'hui, l'une des pistes qu'il faut explorer, c'est le dépistage massif, le test massif. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Théoriquement, c'est bien. Théoriquement, c'est bien parce que si on dépiste massivement, on va pouvoir identifier les personnes qui ont été en contact avec le virus et les personnes qui ne sont pas. Et donc, plus ou moins, on peut agir sur la transmission. Mais ceci dit, c'est des moyens qui sont très importants que nous ne possédons pas. Ça aussi, il faut le savoir. La France même a des problèmes de dépistage massif. Alors, théoriquement, c'est bien. Et pour les malades qui ont déjà été guéris, est-ce qu'aujourd'hui il y a un suivi qui devrait être fait à leur niveau pour pouvoir faire en sorte que ces personnes ne puissent pas contracter de nouveau le virus, puisqu'il n'a pas encore été dit que ce virus ne contacte pas encore une fois une personne qui a déjà été guérie? À moi, c'est le contraire, hein, parce que la personne qui a été contaminée développe des anticorps. C'est pourquoi il y a un test qui est dirigé contre les anticorps, enfin qui détecte les anticorps. Donc les personnes qui ont été en contact avec le virus sont protégées contre une nouvelle contamination. Par contre, il y a des personnes qui n'ont jamais été en contact avec le virus qui seront réceptifs par rapport à cela. Il risque d'y avoir un effet rebond. C'est pourquoi je dis que les stratégies doivent être développées en pensant à des stratégies sous-régionales. On ne peut pas penser qu'on va sanctuariser le Sénégal si en Gambie il y a des porteurs de virus. C'est évident. Parce que quand on voit les frontières, on se rend compte de cela. Oui. Donc il faut que les gens développent des stratégies sous-régionales et régionales, voilà, pour ça, même africaines. L'après-corona, est-ce qu'on y pense? Parce qu'on met en place un dispositif qui est là, on gère une urgence, mais après, qu'est-ce qu'on devrait faire pour le système sanitaire, pour le renforcer? Le système sanitaire, il faut l'améliorer de toute façon. Il faut tout faire pour l'améliorer. Mais ce qui est bien dans cette épidémie-là, c'est que ça a permis de remettre la santé au début de tout. Mais dans le monde entier, hein. Voilà. Comme je disais, les gens avaient théorisé en disant que oui, la santé, c'est l'économie. Il y a une démédicalisation, une tendance à cela. Et aujourd'hui, moi, je suis fier d'être médecin. Voilà. Quand on voit quand même le personnel qui travaille, qui est en contact avec ces malades et qui court des risques, et il le faut avec beaucoup de compétences, je suis fier d'être médecin. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, la médecine est au centre de la santé et qu'ensuite, même, il y a une reconstruction de la vocation de médecin. Moi, j'ai ma fille aujourd'hui, quand elle voit ça, elle me dit, moi, je vais être médecin. Et je trouve que c'est très bien. Oui. Autre chose, c'est toujours par rapport à ce qu'on a appris
des différentes épidémies qui ont eu à secouer le continent. On a des professionnels qui sont là. En termes de recherche, qu'est-ce qui nous permet de mettre en place des outils qui puissent favoriser le diagnostic ou aider le continent quand on a ce genre de fléau qui frappe Ça, je suis d'accord avec, l'Afrique. non, ça, je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, il faut qu'on soit quand même au moins autonome par rapport au diagnostic de certaines affections. Qu'il y ait une autonomie sous-régionale, si on veut, ou bien nationale. Le Sénégal doit avoir un laboratoire national qui lui permet quand même de faire le diagnostic de toute affection. Voilà. C'est bien qu'il y ait un partenariat entre Pasteur et nous. Et je pense qu'il y a un moment où quand même nous devons avoir une certaine autonomie. Et il faut féliciter, il faut encourager des personnes comme Souleymane Mboup qui ont développé des plateformes qui permettent aujourd'hui véritablement de mettre en place des processus qui permettent de lutter contre les infections. Est-ce que nos acteurs qui sont dans le pays font suffisamment de recherche pour pouvoir, disons, pas forcément seulement pour le corona, mais pour d'autres maladies? Est-ce qu'on a suffisamment de chercheurs qui s'investissent pour pouvoir aider le continent dans ce domaine? Mais il devrait y en avoir beaucoup plus, c'est évident. Mais la recherche, c'est comme le football, c'est comme, je ne sais pas, c'est un problème de ressources. Hein. Il faut financer la recherche. Voilà, la santé aussi, c'est un problème de ressources. C'est une équation ressources, santé, ressources, recherche. Ben, les ressources dont disposent les chercheurs aujourd'hui au niveau du Sénégal ne sont pas suffisantes. Les chercheurs ne sont pas, il n'y a pas assez de chercheurs. Et c'est vrai que si on peut en tout cas améliorer, aller dans ce sens-là, mais il faudrait le faire. D'accord. Oui, pas? Oui, c'est bon. C'est bon. Merci beaucoup au professeur Omar Faye, qui a été directeur de la santé. Merci pour vos explications et précisions. Merci à vous également qui nous suivez. On se donne rendez-vous demain à la même heure.